Bonjour, bonsoir, c'est Joël Sociologue, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve justement pour parler de spatial, de la conquête spatiale, de l'espace. Et bonjour à toi c'est CZ, bonjour à tous et toutes qui êtes là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas moi j'en passe une très bonne. Et puisque il faut commencer sur le spatial, eh bien en effet je pensais de suite évidemment à Georges Perec, voilà, qui avait écrit un essai qui s'appelle Espèce d'espace, voilà, que je trouve absolument symptomatique de quelqu'un qui essaye de décrire justement d'une certaine manière l'espace en soi. Et il écrivait une phrase comme ça qui je trouve est assez intéressante sur le regard que l'on peut porter sur les choses. Il dit cette phrase assez intéressante en intro: lorsque rien n'arrête notre regard porte très loin. Mais s'il ne rencontre rien, il ne voit rien. Il ne voit que ce qu'il rencontre. L'espace, c'est ce qui arrête le regard. Ce sur quoi la vue bute, l'obstacle, des briques, un angle, un point de fuite. L'espace, c'est quand ça fait un angle, quand ça s'arrête, quand il faut tourner pour que ça reparte. Ça n'a rien d'ectoplasmique. L'espace, ça a des bords. Ça ne part pas dans tous les sens. Ça fait tout ce qu'il faut faire pour que les rails des chemins de fer se rencontrent bien avant l'infini. Georges Perec, Espèce d'espace. Et je trouve toujours plus intéressant évidemment cette remarque de Georges Perec quand il dit d'une certaine manière que l'espace ce n'est pas rien. L'espace, ça peut être l'espace évidemment entendu comme ce qu'il y a autour de nous, comme les étoiles, le ciel, SpaceX, tout ça. Donc, comme Georges Perec, aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre qui justement dit que l'espace ce n'est pas rien. Et essaye justement au contraire de mettre un cadre, de définir ce qu'est cet espace finalement infiniment petit dans notre société et dans nos vies. Voilà. L'espace au sens habermasien. Ah bah si vous voulez, Yugen Forever. Salut Una Soleda. Alors pour expliquer juste un truc, alors à l'avenir je vais faire une mini intro à la sociologie et à son histoire, mais en fait c'est la vidéo que je suis en train de préparer YouTube, où on va revenir évidemment sur un grand classique de la sociologie. C'est en cours de script, de relecture, etc. Je suis vraiment désolé de ce retard. Ça va faire 2 mois que je suis dessus avec les autres projets, donc voilà. Mais ouais. Bon. Et puisque on est là justement pour parler d'un livre, on parle de pas n'importe lequel. On parle évidemment de l'ouvrage de Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin, donc deux chercheurs assez, comment dirais-je, experts de cette question, même si j'aime pas le terme. En tout cas, qui connaissent très bien le contexte du New Space, hein, notamment, mais aussi de l'histoire de l'astronautique, de l'histoire spatiale tout simplement occidentale. Hein. Et donc, vous avez ce magnifique ouvrage qui est sorti et qui est paru récemment aux éditions La Fabrique, de justement La Fabrique Édition, une histoire de la conquête spatiale des fusées nazi aux astrocapitalistes du New Space. Donc voilà, donc c'est un ouvrage qui vient de paraître. D'ailleurs, je vais vous mettre évidemment le lien de la page La Fabrique Édition, parce que tout simplement parce qu'ils ont bien voulu me l'envoyer. Et ça, on ne peut que les remercier. Évidemment, je remercie évidemment les personnes que j'ai eues en contact, hein, à la fois l'auteur de l'ouvrage, mais aussi évidemment tout simplement la maison d'édition. Donc voilà, et leur service presse notamment. Voilà, parce que oui, j'ai pas payé le livre. Voilà. C'est l'info à savoir. Non, néanmoins, c'est un très beau livre, hein, pour 20 €. Vous avez vraiment une culture incroyable. À la fois, vous avez une histoire du spatial, vous avez aussi une critique de celle-ci, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et une sorte de résultat, de conclusion des étapes à venir du New Space. Moi, en tout cas, j'ai adoré voilà, les parties que j'ai lues pour ce live. Évidemment, c'est un ouvrage à remettre dans un contexte, puisqu'il vient de sortir.
contexte dans lequel il y a une hégémonie prenante, on peut le dire, du New Space, de l'astro-capitalisme comme il l'appelle, hein, c'est-à-dire de SpaceX, d'Elon Musk, de Blue Origin, etc. Donc de toutes ces entreprises, hein, ces entrepreneurs qui réussissent finalement à travers des sommes colossales d'argent public, hein, à participer ingénieusement à tout un ensemble de... comment dire, tout un ensemble de fabrication, mais de processus, même des objectifs spatiaux. Elon Musk est un faiseur flamboyeur de découvertes, hein. C'est aussi quelqu'un qui fait de la futurologie, qui parle de Mars, qui essaye d'amener tout ça. Donc vous allez voir que c'est assez situé, hein, quand même, comme modèle. Voilà, le capitalisme, une société plutôt occidentale, avec tout ce que ça incorpore comme biais, hein. On parle de coloniser Mars, hein, sachant que les colonies sont pas forcément quelque chose de positif dans l'histoire humaine. Donc ça véhicule aussi une certaine idéologie, une certaine prégnance quelque part de ce que devrait être. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais vous détailler évidemment l'ouvrage un petit peu. Je vais vous faire une présentation. Alors évidemment, j'ai pas l'autre webcam, donc je peux pas vous montrer là ce que je suis en train de regarder à part comme ça, mais bon, c'est assez moche, hein. Mais évidemment, il y a quand même donc 5 grandes parties, donc 5 gros chapitres, hein, quand même. Donc vous avez donc évidemment l'introduction, le mal nécessaire aux racines nazies de l'astronautique dans les usines de Peenemünde. Donc déjà, vous voyez directement, ça part sur le sujet. L'œil de Moscou. L'astroculture de la conquête à la conquête des esprits. Donc voilà. Chapitre 3, contrôler, enfin partie 3 en réalité, hein, parce qu'il y a d'autres chapitres. Contrôler l'espace, l'inépuisable conquête par les armes. Voilà, donc ça, on va en parler de la militarisation spatiale. Est-ce que c'est pas déjà un projet militaire à la base qui a été finalement à un moment internationalisé, puis qui est redevenu militarisé et même on pourrait dire étatisé, hein, d'une certaine manière. Conquérir les marchés vers l'astrocapitalisme. Donc comment se sont faites ces évolutions justement dans le temps, comment on en est venu à une société plutôt de public, certes militaire, mais avec un service public plutôt fort, hein. On pense évidemment à la NASA, etc., justement à des appels d'offres privés, à une privatisation même des services offerts, hein. Les satellites peuvent être envoyés pour le profit d'entreprises comme avec le projet Starlink, hein, par exemple, hein. C'est de Musk. Donc il y a plein de choses comme ça dont lequel ce livre revient. Et on a évidemment une très belle, un très beau dernier chapitre qui s'appelle Espace, etc., où on va parler de l'environnement, on va parler de plein d'autres choses, les questions accidentelles, le pas de géant de l'exploration spatiale robotique, etc. Et un épilogue, pardon, des remerciements, des choses comme ça. Voilà, donc c'est un livre dont aujourd'hui on va lire sans doute l'introduction et le chapitre 1. Alors pourquoi une lecture aussi pauvre, on va dire, ce soir, hein. Quand je dis pauvre, je ne parle pas du livre, hein, je parle évidemment de ce live. Tout simplement parce qu'on est limité dans le temps, parce que à 20h on est attendu justement pour le gauchistophone. Voilà, ça c'est un petit imprévu qui s'est mis en place après que j'avais fait mon planning et j'ai dit oui, en fait j'avais oublié ça, etc. Enfin bref, vous avez compris, et j'ai décidé de ne pas annuler justement l'événement de la présentation de ce livre, parce que je trouve qu'il est particulièrement important pour moi de vous le présenter. Peut-être que même on le lira en plusieurs lives si ça vous va. Moi, ça m'intéresserait énormément d'en faire la lecture complète, d'autant que je sais de sources sûres que les deux auteurs en question, ils ont eu un peu de mal avec la réception, notamment du côté de Twitch, parce qu'on a eu un streamer, je vous en avais parlé la semaine dernière, qui s'est permis, sans avoir lu le livre, je tiens à le préciser, sans avoir lu le livre, de commenter le travail de ces deux chercheurs, sans les connaître, hein, d'ailleurs, puisqu'il s'est mis à les chercher en live, en direct, etc., pour savoir qui ils étaient. Et ça, c'est assez intéressant de dire quand même de rappeler qu'il y a des personnes qui se font du beurre sur Twitch aussi, avec une forme d'opinion uniquement, et pas forcément en faisant passer cette opinion pour de la vulgarisation scientifique, ce qui est assez dommage, hein, je trouve, quand on essaye, au contraire, d'habituer des personnes à cette science, à cette discipline. Voilà, là en question, c'était l'ingénierie spatiale.
Moi, je trouve que ce livre est intéressant dans le sens où il fait une sociologie des sciences. Donc, ça veut dire que les sociologues en question qui enquêtent ne sont pas eux-mêmes des astronautes, etc. Machin. Ils ne sont pas ingénieurs en astronautique. Par contre, ils étudient les modes de fonctionnement de ces entreprises, de ces institutions et même du travail des scientifiques, de comment ils bossent. Et ça, c'est important à prendre en compte que le sociologue, il n'est pas là juste pour casser du sucre sur le dos des acteurs ou des gens. Il est aussi là pour rendre compte de la cuisine, un peu de ce qui se passe. Et des fois, quand on visite une cuisine, c'est comme tout. Hein, des fois, il y a des plats un peu invariés qui sont quand même vendus aux gens. Et donc, on est obligé d'en rendre compte. Voilà. Bonsoir Map, merci pour ton soutien et d'être là. Alors, la gauchistophone, ça sera sur ma chaîne, mais aussi chez YouKno et bien d'autres, etc. Je vous invite évidemment à aller dessus. De toute façon, il y aura un lien qui sera mis sur ma chaîne aussi, je pense, et sur celle de Youk à 20h. Donc, c'est ce soir. Hein, on se retrouve autour de ça. Ça va être trop bien. On va s'amuser, vous en faites pas. Et vous avez vu, en plus, moi, je suis un carré. Voilà, je suis un carré sociologique parce que j'ai pas d'autres PP. Hein. Pour anecdote, c'est vraiment un S dégueulasse que j'ai fait sur Paint. Voilà, je l'ai gardé comme... parce que je trouve que le S, ça fait sociologue. Donc voilà, en plus, on a l'impression qu'il y a un J dedans. Enfin bref, c'est petit amusement perso. Donc c'est ce soir à 20h. Et donc nous, on présente évidemment cet ouvrage d'Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin. Une histoire de la conquête spatiale des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space. Et même, vous savez quoi? Parce que, voilà, partenariat sérieux avec la Fabrique Édition. Moi, j'ai envie d'encenser cette maison d'édition parce que, vous le savez, ça reste quand même une maison d'édition qui sort un paquet de bons ouvrages hein, de la discipline. Donc, je trouve que c'est important quand on a ce genre de... Comment dire? Ce genre oui, tout simplement, comment le dire de travail, de maison d'édition, travail éditorial, de rendre aussi hommage. Hein, donc on va commencer cette lecture tout simplement, très intéressante. Et puis let's go. Hein. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde est prêt parce que c'est parti. Ah, et juste pour information, si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez compléter même tout simplement dans le chat, ou même que vous voulez soutenir cette production, n'hésitez pas en tout cas à parler, à écrire, à soutenir, à follow, à ce que vous voulez. N'oubliez pas que Jouer Sociologue est une émission en autoproduction, et quand je fais des lectures sociologiques, au-delà du fait que je reçois des livres parfois, comme c'est le cas avec la Fabrique Édition, que je remercie encore, figurez-vous que en réalité je suis pas contre des dons ou des choses comme ça parce que je ne suis pas évidemment rémunéré pour vous présenter ces ouvrages, donc n'hésitez absolument pas à faire ça. C'est un travail évidemment limite, enfin quasiment d'ailleurs totalement presque bénévole, donc let's go. Si vous voulez me donner de l'argent, moi je prends, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors. 16 novembre 2022. Cap Canaveral, Floride. La fusée Space Launch System de la NASA décolle devant une foule de 100 000 à 200 000 fans, dont les caméras scrutent le pas de tir, après une première tentative avortée à l'été et plusieurs reports. Salut Choriz, j'espère que tu vas bien. Culminant à 98 mètres de hauteur pour 2628 tonnes au décollage, le Space Launch System, SLS, qu'on appellera comme ça dans le livre, est littéralement un monstre. Et pour quelques mois encore, la plus grosse fusée du monde. Véritable relique de la guerre froide, qui hérite des moteurs fusées et des propulseurs de la poudre de la navette spatiale à la retraite depuis 2011, elle est une pièce essentielle du programme Artemis, dont l'objectif est de ramener un équipage sur le sol lunaire d'ici 2025, en plusieurs étapes. Un tremplin vers la planète rouge peut-être, et surtout en écho non dissimulé au programme Apollo, dont Artemis, fille de Zeus, est la sœur jumelle.
À ce moment, cependant, la méga-fusée n'est pas encore habitée. Le seul passager à bord de la capsule Orion, qui est d'ailleurs conçue par Lockheed Martin, qui la coiffe, est un mannequin bardé de capteurs qui mesureront des effets de l'accélération au décollage et de la décélération lors de la rentrée atmosphérique, après 25 jours de mission dans l'espace et un survol de la Lune. L'événement prend indéniablement des allures de remake d'une séquence qui s'est étalée sur la décennie de 1960, avec à son paroxysme les premiers pas de Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin sur l'astre Selene le 21 juillet 1969. Donc là déjà, on est en novembre 2022, on a le décollage d'une des plus grosses fusées du monde, et mine de rien, elle a pour but de se rendre sur la Lune avec un équipage, et pour l'instant on en est effectivement à mettre des capteurs avec un mannequin pour voir si ça fonctionne. On relève cependant au moins 3 différences notables qui singularisent la période actuelle. D'abord, salut Maurice Uchiwa. D'abord, la concurrence n'est plus la même. La Chine, pas la chaîne, ici c'est une chaîne mais là-bas c'est la Chine. La Chine s'est substituée à l'URSS avec le programme Chang, double maléfique d'Artémis aux yeux des États-Unis, dont l'objectif est là aussi ambitieux, poser des taïkonautes sur la Lune officiellement en 2029 pour le 80e anniversaire de la République populaire de Chine. Merci beaucoup, merci pour le follow. Tiens d'ailleurs, attendez, faut que la fenêtre des alertes soit au-dessus quand même. Voilà. Donc, objectif Artemis 2025 sur la Lune, mais qui passe par des industriels, hein, et objectif la Chine 2029. Donc deuxième différence. Donc la première différence, c'est que l'URSS, finalement, c'est plus elle qui est en jeu contre les États-Unis. Dans la concurrence spatiale, ça va être la Chine. Et deuxième différence, la place des acteurs privés. Aux États-Unis, surtout, qui en plus de la kyrielle de sous-traitants contribuant au programme, pourraient compter sur l'apport du vaisseau Starship de la société SpaceX pour mener à bien la mission vers la Lune. L'explosion en vol du vaisseau le 20 avril 2023, date à laquelle il vole au SLS, le titre de la plus grosse fusée du monde, laisse cependant planer un doute sur sa fiabilité. Eh oui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Starship, le plus gros vaisseau du monde, hein, qui a volé la place du SLS, il a pété en avril tout simplement lors d'un test. Dans tous les cas, la NASA ne récolterait pas seule les fruits symboliques. Donc du coup, des concurrents pourraient le remplacer, donc remplacer SpaceX et Starship. Hein. Dans tous les cas, la NASA ne récolterait pas seule les fruits symboliques des nouvelles épopées lunaires, mais les partagerait avec certains protagonistes du New Space, nouvelle phase de l'histoire du spatial qui voit l'émergence d'acteurs privés supposés dynamiser un secteur encrouté. Une troisième différence existe, donc les deux différences, on le rappelle, hein. Premier, pas du tout les mêmes pays en action dans l'opposition presque que je dirais, pas létale, mais voilà, presque militaire, on va dire un petit peu, ou une concurrence en tout cas d'États-nations. Hein, voilà, donc maintenant c'est la Chine et les États-Unis, pas la Chine et l'URSS. Deuxième, les acteurs privés qui se cassent la gueule entre eux et qui à des moments sont remplacés forcément. Puisque ça reste les entreprises publiques, hein, qui prennent la décision de l'appel d'offres qu'ils vont faire. Et bonsoir Choufi, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Dans tous les cas, la NASA ne récolterait pas les seuls fruits symboliques d'une nouvelle épopée lunaire, mais les partagerait avec certains protagonistes du New Space. La nouvelle phase de l'histoire du spatial qui voit l'émergence d'acteurs privés supposés dynamiser un secteur encrouté. La troisième différence, il ne serait plus question de fouler la Lune quelques instants, disons le temps d'une partie de golf, mais bien de s'y installer, d'y bâtir des bases, d'y miner des métaux, bref, d'aller au bout d'un processus resté inachevé au détour des années 1970, alors que les budgets lunaires s'évaporaient aux États-Unis. De quoi relancer, dans une mélodie élan rétro-futuriste,
Une conquête spatiale trop longtemps mise au rebut, au regret de toute une communauté d'amateurs de l'espace, les space enthusiastes. Laissez les atermoiements, les coupures budgétaires. Lassés, pardon, des atermoiements et des coupures budgétaires. En 2022, le coût estimé du programme Artemis était évalué à 93 milliards de dollars, en comptant SLS et Orion, pour la période 2012 à 2025. L'effort économique consenti par les États-Unis est énorme. Je ne sais pas si vous imaginez 93 milliards, c'est juste énorme, quoi. Ça va aussi. Bien sûr, cette lecture des affaires spatiales comporte quelques limites. La Chine n'est pas l'URSS et les acteurs du New Space censés privatiser l'espace sont moins nouveaux qu'ils n'ont en l'air. Ils s'inscrivent plutôt dans un projet marchand, débuté dès les années 1960. L'occupation humaine de l'espace, en revanche, le vol habité, concentre encore et toujours une bonne partie, et elle ne représente que la partie émergée des activités entrant dans la case astronautique. Cette diversion s'est illustrée dans la création de la NASA en 1958. La course à la Lune est alors érigée en spectacle populaire par un président Kennedy qui cherche à démontrer la suprématie technologique et idéologique de l'Amérique contre l'URSS. Si je posais vraiment, je te ferais un nom parce que tu mérites vraiment. J'apprends énormément grâce à tes streams. C'est un travail considérable. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Mais comme je dis souvent aux gens... T'es pas riche du con. Voilà, donc ne t'en fais pas là-dessus. Mais merci beaucoup à toi. Oui, je sais, je vous lasse avec mes émotes. Nous n'avons pas d'amis à Mediapart. Voilà. Non, mais écoutez, voilà. Et vous savez quoi, si vous voulez faire de la pub pour la Fabrique Édition, vous dites que pendant que vous étiez chez Joël Sociologue, vous avez entendu ça. Voilà. Voilà, une grosse saucisse à la Fabien Roussel. Allez, ça c'est bon. Là, il y a la Fabrique Édition. Bon, fin de partenariat avec lui. Non, je plaisante. Bon, donc on continue la lecture. Donc 1958, vous savez, donc c'est la course à la Lune. La NASA est créée. Kennedy, il annonce, ouais, je vais poutrer l'URSS. Enfin, il le dit pas comme ça, hein, mais vous avez compris l'idée, quoi. Les deux blocs s'affrontent ainsi sur une scène géostratégique et spectaculaire, rythmée par les grandes premières des astronautes et cosmonautes. Au même moment, pourtant, les malins génies des armées planchent sur le scénario de l'Holocauste nucléaire et font exploser des bombes atomiques dans l'espace. Et alors que la foule regarde le ciel, les fusées sont bien plus nombreuses sous terre, prêtes à transporter leurs charges nucléaires vers l'ennemi. La terminologie retranscrit fidèlement à ce paradoxe. Si le profane dit fusée, le jargon du secteur opte pour lanceur, missile balistique intercontinental ou carrément vecteur. Les deux derniers étant supposés retomber sur Terre avec des bombes. Dans la confusion des termes, des quasi-synonymes sur le plan technique, l'espace reste un lieu de fascination, le point de fuite de toutes les contemplations. Cette représentation est largement façonnée par des mythes et des légendes, ressassée de manuels scolaires, en blockbusters hollywoodiens. Si les fusées ne sont rien de plus que des missiles recyclés, le discours d'enchantement cependant perdure. Les faits et gestes des astronautes ambassadeurs des agences spatiales, Thomas Pesquet dans sa version européenne, résonnent avec les récits épiques d'un Yuri Gagarin et des astronautes du programme Apollo, dont la fonction assumée consistait déjà à divertir les masses, à construire un consentement à l'espace, quel qu'il soit et quoi qu'on y fasse. Donc déjà, vous voyez que l'histoire même de la terminologie lanceur à fusée, eh ben déjà, ça implique un truc militaire qui a pas l'air très sympa. Je sais pas vous, hein, mais juste l'idée de toute façon d'un holocauste nucléaire, bah, c'est pas vraiment ce que j'appelle une avancée majeure dans la science-fiction. Au lendemain du premier pas sur la Lune, cet âge spatial inauguré par le bref vol du satellite soviétique Sputnik 1 en 1957 entre néanmoins dans une phase de désenchantement et de nostalgie crépusculaire que les agences spatiales ne parviennent pas à surmonter les décennies suivantes. L'objectif martien posé par les stratèges de la conquête de l'espace
comme une deuxième étape naturelle après la Lune. Il ne fait plus rêver les responsables politiques qui ont d'autres priorités dans les années 70. Les lobbies pro-espace, les space advocates, se rabattent alors sur des programmes plus modestes, quoique ruineux, développés en proche banlieue de la Terre pour entretenir une flamme pas loin d'être consumée. L'apogée en est l'attelage de la navette spatiale et de la station spatiale. Freedom, prélude à la Station spatiale internationale, ISS. Donc déjà, vous voyez déjà que ces projets spatiaux, ils ont quand même un contexte qui déjà est compliqué, parce que il n'est pas aussi stable qu'on pourrait le croire, et équilibré. En fait, c'est même tout l'inverse. Il y a des plans politiques, il y a des enjeux même futurologistes. Oh, on va aller sur Mars, quand est-ce qu'on va sur Mars ? Mais vous voyez bien que cette question, déjà, elle se pose déjà à cette époque. Mars, ok, mais pourquoi ? Avec quels moyens ? Combien ça va coûter ? Est-ce qu'il y a une nécessité ? Et tout ça, ça rentre dans ce cadre. Chemin faisant, le spatial s'est consolidé comme champ relativement autonome d'organisation et d'activité, mais inséparablement lié au pouvoir politico-administratif et à la défense. En gros, pour expliquer, c'est à la fois un espace où les chercheurs qui travaillent sur le New Space, enfin sur le spatial en général, pas encore le New Space, ils sont assez libres. Et en même temps, cette liberté, elle a des enjeux où elle dépend du pouvoir administratif, notamment pour ce qui est de son budget, mais aussi de la défense, notamment pour ses secrets, et pour les projets qui seront retenus. C'est des projets de mission, quoi, exactement. Il emploie des millions de travailleurs à travers le globe et constitue un instrument de puissance pour des États qui, en ce domaine, comme en d'autres, demeurent coincés dans la dramaturgie de la guerre froide. Mais le spatial, c'est aussi et surtout un marché pesant aujourd'hui. Des dizaines de milliards de dollars. L'essentiel est d'ailleurs dans la télécommunication, pour anecdote. Et c'est en croissance continue depuis l'avènement d'un régime néolibéral des technologies spatiales dans les décennies 1980, puis de la globalisation qui émerge après la chute de l'URSS. Depuis une dizaine d'années, d'abord aux États-Unis puis partout, où prend la doxa de l'astrocapitalisme. Le capitalisme dans l'espace, la mythologie de la course à l'espace et plus largement de sa conquête se renouvelle à la faveur d'une résurgence de l'esprit d'entreprise et de la culture des pionniers, incarnés par les milliardaires de la Silicon Valley, les startups du New Space et des industries du capital risque. Les projections et les études de marché laissent entrevoir un marché de 3 trillions de dollars. 3 trillions de dollars vers 2050. Les fantasmes de colonies spatiales et d'implantation durable sur la Lune, puis sur Mars, excitent de nouveau les amateurs utopistes et cosmiques et des marchands de futurs astrocapitalistes, et le cycle de la croyance se trouve ainsi régénéré. Il bénéficie en outre des mannes des gouvernements persuadés qu'il s'agit là d'un futur à la fois inévitable et désirable. Et là, vous voyez tout l'enjeu. Parce que derrière, justement, cette question, finalement, de l'entrepreneuriat, hein, disons le terme, hein, c'est carrément ça. C'est presque du macronisme, mais qui, en plus, justement, n'a pas une histoire si récente qu'on pourrait le penser. Et bien, quelque part, derrière, il y a aussi toute une... comment dire ? Ça s'accompagne de toute une forme de transmission culturelle de ce que devrait être ou de ce que va être le spatial. Donc, c'est des plans qui vont sur des décennies et qui pourtant arrivent pas forcément à leur apogée et qui coûtent quand même des milliards. Ce retour du même est d'autant plus problématique qu'aujourd'hui, plus qu'hier, l'usage de l'espace, reflétant directement le fonctionnement des sociétés industrielles dites développées, s'inscrit dans la continuité d'un système économique capitaliste, dont les contradictions internes et externes ne sont plus à démontrer. En effet, de la quête d'une planète B aux velléités expansionnistes et extractivistes visant les astres, la Lune, les astéroïdes,
en passant par l'envahissement bien plus concret de l'orbite basse terrestre par des milliers de satellites de télécommunications, ce que l'on appelle aujourd'hui la méga-constellation fonctionnant en réseau, l'imaginaire spatial reste prisonnier de visions passées. Il dérive même complètement, menaçant à terme la soutenabilité de l'occupation d'un milieu spatial devenu essentiel à la surveillance des effets du changement climatique. Mais donc on constate qu'il est jonché de débris toujours plus nombreux qui risquent de compromettre son accès. Le nouveau cadre juridique, notamment le Space Act, promulgué en 2015 par l'administration Obama, est censé encadrer la multitude d'activités qui tissent la toile de cet astrocapitalisme. Il reflète la politisation de l'espace dans une séquence historique où tout montre qu'il sera livré aux appétits d'industrie en quête de nouveaux débouchés économiques. Donc en gros, même un Space Act, qui devait justement quelque part être vu comme un régulateur pour permettre d'éviter justement que ce soit un petit peu tout le monde qui fasse son petit bordel dans son coin avec plein de satellites, Starlink, etc. Même ça, en réalité, c'est l'inverse. Il est fait au contraire, plutôt pour puiser, pour exécuter et récupérer des ressources dans l'espace. Et même les exploiter. C'est ça qui est incroyable. On va exploiter tel astéroïde, on va essayer de prendre sur la Lune telle ou telle chose, telle ou telle matière, voir si ça peut se vendre. On peut même faire du tourisme spatial. Et ça, c'est un comble quand on sait qu'aujourd'hui, on envoie littéralement des satellites observer le changement climatique et en même temps, en les envoyant, on se tire une balle dans le pied. Parce que même si on connaît les effets climatiques aujourd'hui, néanmoins, on envoie quand même encore des fusées qui, elles, polluent, même en basse orbite, d'une certaine manière, la planète. Et c'est un vrai problème. L'ISS, par exemple, la station internationale, elle est obligée parfois de dévier sa trajectoire pour esquiver justement un morceau de satellite ou quelque chose comme ça qui pourrait lui rentrer dedans. Et je vous avoue que quand vous prenez un morceau de satellite sur la tronche, dans l'espace, à pleine vitesse, à orbite basse, Carglass se rembourse pas. Hein. C'est... Oui, pardon, j'ai piqué cette blague à Astier, oui. C'est une blague de droite. On a littéralement une poubelle en orbite. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a une poubelle sur Terre dans les océans. On a une poubelle avec l'île plastique. On a une poubelle au niveau de l'orbite basse terrestre. C'est à se demander quand même ce qu'on est en train de faire, en fait. Ce livre propose d'étayer une thèse générale. L'histoire du spatial voit l'affirmation progressive d'un paradigme, donc d'une forme de paradoxe, celui de la conquête. Ce paradigme émerge dans les années 30, avec les activités dispersées de groupes d'ingénieurs. Il s'ancre ensuite dans l'expérience de la recherche militaire lors de la Seconde Guerre mondiale, puis se stabilise les décennies suivantes sous la forme d'un régime organisationnel des technologies à large échelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la Big Science pendant la guerre froide. Enfin, il se complexifie par agrégation de nouvelles séquences, n'alternant pas ce cours. Bien entendu, ce paradigme est diversement approprié et construit selon les périodes, les pays et les astrocultures, qui sont autant de constructions symboliques de l'espace. Oui, parce que l'espace n'est pas la même chose d'un pays à un autre. On ne conçoit pas le spatial sous les mêmes termes, sous les mêmes critères. Certains vont dire au contraire que c'est un truc collectif et international, d'autres vont dire que quelque part, c'est leur petit morceau à eux, et ainsi de suite. Je pense que ça trahit aussi le vide de vrais objectifs. S'il y avait une exoplanète atteignable, là, ça serait un objectif mondial pour l'humanité. Oui, puis même les objectifs, je veux dire, Mars par exemple, Mars, combien même on y arriverait, et je crois que c'est Arnaud Saint-Martin justement qui disait ça sur France Inter il y a 2 ans peut-être. Il disait, Mars, si on y va, d'accord, mais il faut que vous ayez conscience que si on va sur Mars, c'est dans des grottes qu'on va vivre. La radioactivité est plus forte, il y a quand même des enjeux sociaux qui ne sont pas ceux que voudraient présenter justement les soi-disant architectes, futurologistes qui vendent des plans de ville entiers qu'ils ont réalisés pour Mars, qui sont même pas possibles en fait à produire. Et puis, qu'est-ce qu'on va exporter ?
Est-ce qu'on va exporter le même mode de vie capitaliste? Donc il y aura des pauvres et des riches. Il y aura des gens qui seront, quant à eux, totalement pétrifiés à l'idée tout simplement de mourir dans l'espace, faute de moyens, faute d'argent, faute d'économie. Et d'autres qui pourront vivre, survivre, tranquillement. Grâce justement à l'exploitation de ces quelques-uns. On pourrait même faire un marxisme spatial, un astromarxisme. Ça serait absolument génial. Ou une révolution marxiste sur Mars. Hein. Moi, je dis pas non. Hein. Un marxisme. Totalement. Non, mais il me semble qu'il est assez clair pour des gens sérieux que on ne colonisera jamais Mars. Oui, totalement. Il y a... Et c'est un truc, effectivement, qui est bien normalement compris, il me semble. Alors, attendez, hop. Excusez-moi, hein, je termine 2-3 trucs, hop, en même temps. Voilà. Prolétaires de toutes les planètes, révoltez-vous. Exactement. Non, mais c'est pas mal, il y a de l'idée. Il y a vraiment de l'idée là-dessus. Et moi, je trouve ça super, hein, justement. Qu'on parte... qu'il y ait quand même des gens qui critiquent ce paradigme-là. Mais il n'en comporte pas moins des caractéristiques qui transcendent les variations locales. Qu'elles soient techniques, politiques ou culturelles, ce développement n'est pas complètement linéaire, mais l'est assez pour autoriser une chronologie sur près d'un siècle. Les conséquences sont cumulatives, superposent des strates d'organisation et des traditions techniques, étendent toujours plus les usages possibles de l'espace. Prestige, surveillance, commerce et télécommunications, sciences, etc. Le paradigme de la conquête spatiale structure des imaginaires sociotechniques et des manières de faire. Les technologies spatiales fascinent, parfois jusqu'à l'aveuglement, et parce qu'elles se déploient dans un milieu si singulier, elles bénéficient d'une forme d'exceptionnalisme. Dès lors, rares sont les voix qui se font entendre contre leurs ravages. La conquête de l'espace est avant tout une histoire de passionnés, et un récit qui supporte mal la critique. Il est justement conçu pour l'absorber dans les objectifs de susciter plus de passion encore, à l'image du mythe de la conquête de l'Ouest, qui s'est parfaitement d'ailleurs recodé à l'âge spatial, troquant la Grande Plaine pour la Lune ou Mars. Ben oui, allons-y les amis, hein. Il est temps de partir sur Mars. C'est génial, c'est formidable, il va y avoir un super terrain à bâtir. Vous pourrez mettre vos vaches et vos moutons ici et devenir de vrais cow-boys. Ah mais c'est ça quoi, un truc un peu texan, vous voyez. Un problème de la colonisation de Mars est notamment l'absence de gravité pour maintenir une atmosphère. Ah bah, on sait littéralement que de toute façon, le vol habité en lui-même cause des dégâts sur le corps. Un corps qui n'est pas fait pour une gravité, je sais plus comment on dit, mais une moindre gravité ou une gravité basse, quelque chose comme ça. Enfin, une basse gravité, quoi. Mais la conquête spatiale est aussi un lieu commun, un réflexe sémantique. Il semble difficile, voire impertinent de s'en départir. Quand on parle d'espace, dans la formule, tant la formule exprime avec facilité ce qu'on entend par là. Repousser les frontières, faire vrombrir les moteurs fusées et tutoyer les étoiles. Parce que pourquoi pas, on pourrait les vouvoyer, mais on peut les tutoyer aussi. J'aime bien cette phrase, hein, franchement. Aussi, ce ne sera pas pour nous un concept analytique neutre et à mobiliser pour rendre raison d'une histoire centenaire, mais bien plutôt un préjugé culturel dont nous analyserons les usages et les réalités. C'est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'une notion piégée. On s'en rend compte sur le terrain.
Nombre d'acteurs de la communauté spatiale considèrent que l'imaginaire de la conquête est désormais à bannir du vocabulaire de l'astronautique, car il résumerait une attitude prédatrice historiquement dépassée. Le problème est analogue avec la notion tout aussi sulfureuse de colonisation, souvent associée à celle de conquête, sans pour autant dévier de ce cap dans leur acte. Les responsables et les commentateurs préservent les apparences en recourant à d'autres registres comme celui de l'exploration, de l'aventure, voire de la coopération et de la diplomatie spatiale internationale, ou encore de l'esprit de découverte. Pourtant, le refoulé issu de la guerre froide ne cesse de réapparaître sous ces termes. Bah oui, non mais c'est clair. Après, l'idée n'est pas de dire ça sert à rien, n'y allons pas, etc. Mais il y a des enjeux, quoi. L'imagerie en Technicolor de la course à l'espace s'actualise depuis les années 2010, à l'ère de la nouvelle course à l'espace. Particulièrement la confrontation entre la Chine et les États-Unis qui bénéficie avant tout aux va-t-en-guerre et aux corporations du complexe militaro-industriel. De ce point de vue, la conquête de l'espace est bel et bien encore là. Les puissances spatiales mineures n'auraient d'autre option que d'accompagner un script encore augmenté ces dernières années par la spéculation sur la renaissance de l'âge de l'espace, et surtout par l'activisme et le désir cosmique des entrepreneurs privés. Du New Space, dont Elon Musk et Jeff Bezos sont aujourd'hui les icônes publiques. Tout cela participe de l'enchantement, de l'emballement, et quiconque souhaiterait ne pas abonder dans cette fuite en avant dans l'espace se trouve aussitôt disqualifié. Parce que ce serait aller contre le cours de l'histoire et le devenir cosmique de l'humanité. À rebours de l'histoire classique des technologies spatiales faites par et pour les convaincus, la trame que nous proposons assume un cadrage politique d'ensemble. Il s'agira de mettre en série des faits, d'établir dans les recherches historiques présentes, mais souvent ignorées de l'histoire des affaires spatiales. Et pour cause, ces faits étaient souvent classés secret défense il y a encore peu de temps, ou bien étaient confidentiels car mettant en jeu des secrets industriels. À cette fin, nous documenterons et synthétiserons les histoires spatiales en passant par des éléments biographiques. L'histoire des programmes emblématiques et d'autres programmes passés sous les radars. Ce travail permet de lever le voile sur le cours des événements, comme on gratterait un parchemin où les couches d'écriture ont été superposées les unes aux autres, de sorte que toute profondeur historique est masquée. Or, ce sont bien les continuités que nous nous efforcerons de révéler. Aussi, ce livre donne une place importante aux sources que nous mobilisons et laisse la possibilité aux acteurs, aux lecteurs, d'aller butiner plus en détail dans notre frise. D'autres ouvrages ont documenté plus précisément certains de ces détails dans des champs aussi divers que l'astroculture, l'espionnage ou encore la conquête de Mars. L'histoire que nous brossons permet d'appréhender ce paradigme de la conquête de l'espace sous un angle critique, de déconstruire les discours d'enchantement et de reconstituer les dynamiques de fabrication d'une évidence spatiale où tout point conforme au récit des science-fiction utopistes. On constatera à ce titre que les rêves de l'astronautique n'ont rien d'universel ni d'assuré. Non seulement ils bénéficient à certains plus qu'à d'autres, mais en plus, la plupart du temps, ils ne se réalisent pas, à l'instar de la conquête de Mars. Les arguments qui soutiennent cette évidence spatiale apportée sur un plateau par les porte-paroles des organisations et lobbies du champ de l'astronautique. L'espace serait l'esprit d'aventure et où la science et où la croissance sans limite, ou encore une quête spirituelle. Cela tourne souvent à vide, n'emporte in fine l'adhésion qu'au prix de malentendus durables et de récits tronqués. L'attester
demande d'interrompre le cycle de la croyance, tellement exacerbé dans le cas des vols habités, dont l'industrie anime les communautés de passionnés en disant prêts à sacrifier leur vie à la conquête du cosmos. Ouais, The New Frontier, exactement. Et salut Ravencrom, j'espère que tu vas bien. Dans cet exercice, nous assumons un biais certain pour l'histoire de la conquête dans ses versions états-uniennes, soviétiques, puis russes, et dans une moindre mesure française et chinoise. Parfaitement conscients des effets de globalisation plus récents du domaine de l'astronautique et de l'émergence de multiples puissances spatiales mineures, nous n'en constatons pas moins que l'idée de conquête a pris racine à l'intérieur de ces zones géographiques, pour des raisons culturelles, aussi bien qu'historiques, mais également économiques. Le budget de la principale agence spatiale mondiale, la NASA, dépasse de loin en cumulé l'ensemble des fonds alloués pour tous les autres pays qui font de l'espace une destination symbolique, militaire ou scientifique. De la même manière, les États-Unis et l'URSS ont structuré plus que quiconque les représentations du milieu spatial, à travers la pop culture, la propagande, à toute une batterie d'autres stratégies déclinées dans le but d'asseoir une vision hégémonique de l'espace. Salut Aldébaran. 5 chapitres délimitent l'espace de notre prospection. Un premier propose de réinvestir la proto-histoire, sombre et honteuse de l'âge spatial. La conquête de l'espace est techniquement née dans l'Allemagne nazie. C'est plus qu'un accident de l'histoire. Ses fondations, bien que connues des spécialistes, moins souvent des profanes, sont trop peu étayées dans les ouvrages sur l'espace. Pour ces raisons, nous consacrons le début de livre à cette seule période. Les recherches pionnières des ingénieurs du Troisième Reich ont posé les jalons d'une technologie critique pour accéder à l'espace extra-atmosphérique, ce que l'on appelle les fusées V2, fabriquées à la chaîne dans les usines de Mittelwerk, reliées au complexe des camps de concentration de Dora, Nordhausen. Une certaine matrice organisationnelle de l'astronautique est ainsi émergée, et elle fera florès après-guerre aux États-Unis, en URSS, en Angleterre ou en France. Il y a tout l'imaginaire spatial qui réactive celui de la destinée manifeste des astéroïdes. Lisez la SF des années... Bah oui, Isaac Asimov notamment. C'est toujours ça, l'humanité conquérante qui explore, c'est ça. Et moi, récemment, là, je regarde Star Trek. Et en fait, genre, je trouve vraiment des trucs incroyables en regardant Star Trek Next Generation. Parce que vraiment, il y a des trucs où je me dis, mais bon sang, bon, c'est génial. Hein. Par contre, ça serait clairement wokiste. Hein. Star Trek aujourd'hui, ça serait interdit, etc. Enfin, en tout cas, les gens gueuleraient dessus. Hein. Ils diraient que c'est beaucoup trop woke. Mais bordel, qu'est-ce qu'il y a avec cet esprit de conquête, de terraformation? Ça véhicule des imaginaires quand même. Il y a un moteur de V2 exposé, ouais. Oui, de Von Braun, c'est ça. Ben oui. Oui, mais tu vois, il faut que tu ailles au musée pour entendre cette histoire. Parce que c'est pas créé sur tous les toits. Et il y a une salle chez SpaceX. Elon Musk avait présenté, je crois, en 2016, qu'il y avait une salle qui s'appelait Von Braun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rendent hommage à ce type. Enfin bref. Le deuxième chapitre met en perspective les critiques et les techniques et discours de naturalisation de la conquête de l'espace. L'astroculture a joué ce rôle, faire de l'espace la destination ultime et obligée de l'humanité, la dernière étape de son évolution. Cette idée n'émane pas du néant. Avant de conquérir matériellement l'espace, il a fallu conquérir les esprits, les conditionner par une multiplicité de stratagèmes et de constructions symboliques. En soi, les préparer aux sacrifices et aux efforts économiques substantiels entrepris en leur nom. Qu'il s'agisse des récits de science-fiction, du marketing, de l'influence, du recours au divertissement, de la projection par la figure emblématique de l'astronaute, ou encore de l'usage de la science. Les entrepreneurs... Pourquoi je dis la science ? La science. Les entrepreneurs de la cause spatiale ne manquent pas de matière pour justifier la pertinence de leur objectif, quitte à prendre leurs rêves pour la réalité, ou à verser dans la manipulation.
On parlait de Von Braun à mes élèves de 3e. C'est vrai? Ben, je sais pas. Moi, je vous avoue que j'ai jamais eu de cours sur l'espace, hein, très honnêtement, dans le secondaire. Coucou Félin, j'espère que tu vas bien. Ah, il faut le faire rentrer dans le programme. C'est-à-dire que c'est pas dans le programme directement. Le 3e chapitre rompt avec ses discours d'enchantement. Il souligne en creux à quel point ces derniers font office de diversion et occultent les usages militaires de l'espace à des fins de conquête et d'hégémonie dans un monde clos. Cette militarisation des milieux spatials intervient dès le début et s'inscrit dans l'histoire des missiles fusées. Elle est, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, intimement liée à celle de l'arme nucléaire. Des projets les plus dévastateurs ont été conçus et testés au cœur de la Seconde Guerre. Au cœur de la guerre froide, pas de la Seconde Guerre. Des essais nucléaires en haute altitude, au tir de missiles anti-satellites. Au même moment, les satellites espions alimentaient la paranoïa ambiante. Les dépenses militaires dans les systèmes spatiaux sont toujours aussi substantielles en ce début du XXIe siècle. L'intensification des manœuvres en orbite basse terrestre, y compris lors de conflits armés ou par le biais de la société privée Starlink par exemple, de même que les projections impérialistes sur la Lune ou Mars, justifient encore l'affirmation des défenses spatiales, à l'instar de l'US Space Force, créée en 2019 aux États-Unis. Oui, parce que les amis, y a une série d'ailleurs qui se moque de ça avec Steve Carell sur Netflix. Alors la première saison est très bien, la deuxième j'ai pas aimé, mais qui s'appelle Space Force. Et je vous invite vraiment à la voir, la première saison, parce que, sérieusement, moi j'imagine c'est comme ça que ça s'est passé, hein, mais c'est tellement what the fuck, en fait, la création des US Space Force. Le 4e chapitre analyse les ressorts de la conquête des marchés de l'espace. L'astrocapitalisme contemporain radicalise un processus au long cours, par lequel l'espace a été progressivement mis au service du marché. Ouais, mais en moins bien que The Office, mais ouais. Cette économie se développe sous le contrôle des États, guidés par des promesses souvent déconnectées de la réalité. En témoignent les perspectives de l'hypothétique économie martienne, ou les carrières virtuelles de l'extraction minière des astéroïdes. En comparaison, le marché des télécommunications par satellite en croissance à mesure que se multiplient les projets de la méga-constellation est autrement plus rémunérateur. L'essor du New Space représente, de ce point de vue, une inflexion plus qu'une rupture. En tout cas, un durcissement de l'idéologie capitaliste dans l'espace. Mais oui, c'est assez intéressant parce que c'est pas une rupture avec le modèle sociétal actuel que font ces entreprises. Au contraire, elles dépendent même de l'économie de marché de la Terre. Puisque c'est très simple, hein, si vous voulez pas investir dans les télécommunications, il y a peu de chances que vous envoyiez un satellite dans l'espace pour faire ça, en fait. L'essor du New Space représente, de ce point de vue, une inflexion, alors que, plus qu'une rupture, alors ça on l'a dit, pardon. Par-delà sa dimension proprement économique, c'est aussi un système de croyance, une astroculture en tant que telle qui étend avec ses propres codes de la doxa du marché, tout en ravivant les imaginaires nés dans les années 70, alors que pointait déjà l'idée de la libre entreprise spatialisée. S'il faut se garder d'anticiper le devenir de cet astrocapitalisme, force est de constater que son développement est surdéterminé par les forces du capital planétaire. Actuellement, le spatial privé repose pas mal sur l'existence de l'ISS à fonds gouvernementaux. Le jour où l'ISS est décommissionné, SpaceX perd ses meilleurs contrats. Ce qui est assez intéressant même, c'est que les contrats de SpaceX, etc., effectivement, ils sont dépendants de ça. Mais SpaceX elle-même, en tant qu'entreprise, est contrainte par la NASA qui la finance. Je ne sais plus combien c'est le budget qu'alloue la NASA à SpaceX précisément, mais en gros, SpaceX, contrairement à ce qu'on pense, elle est dépendante de la NASA, c'est pas l'inverse. La NASA ne dépend pas de SpaceX. D'ailleurs, elle pourrait même dégager SpaceX et recruter réellement publiquement les ingénieurs qui bossent pour SpaceX
et faire de l'emploi public, ça marcherait tout kiff-kiff. Hein. Ça coûterait même peut-être moins cher. Quoique c'est pas sûr parce qu'à la base, l'objectif de faire des appels d'offres comme ça, c'est de réduire les coûts. Et notamment les coûts en personnel aussi. Hein. Mais bon, vous avez compris l'idée. Le 5e et dernier chapitre cherchera cependant à dégager d'autres constructions de l'espace qui n'empruntent pas au script de la conquête. Cet autre espace possible ont été pensés à l'aube de l'âge spatial. Ils sont demeurés théoriques, fictifs, mais pas moins persévérants dans l'imaginaire sociotechnique, politique et culturel de l'espace. Notre objectif ici n'est pas de réveiller un improbable esprit d'utopie cosmique, mais d'enrichir le répertoire des constructions sociales de l'espace pour, par contraste, achever de dépayser un récit dominant. Donc on vient de finir l'introduction. Attendez, je vous rappelle pendant cette seconde de pause hein, que ce soir nous faisons un gauchiste phone à 20 h sur la chaîne. Il y aura une petite pause, je pense, de 15 minutes hors live. Hein, mais après, n'hésitez pas à rejoindre le live. Voilà, petit clin d'œil. Bienvenue C'est super ce Red Wiz exceptionnel, en direct exceptionnellement. mis dans les étoiles. Je passe aux toilettes en microgravité et je reviens. Un JPP. Ça marque juste... Ça manque juste de zik d'ambiance. De quoi, le live? Merci Laurent Denave pour le follow. Un gauchiste quoi? Un gauchiste phone. C'est Gartiphone, hein, en gros. Mets du Outer Wild. Ah, si vous voulez, je vous mets du Outer Wild. Allez, vous l'avez demandé, vous l'avez. Je suis vieux, je connais pas. C'est un truc sympa. Ah mais pareil, ça se met pas avant le chat. Voilà, donc ce soir, il y a Gauchiste Phone, donc à 20 h sur la chaîne Joyeux Sociologue. Mais aussi avec plein de streamers, etc. Il y a Damon, Kosiko, etc. On peut mettre la zig de FTL. Ils ne font pas de procès. C'est quoi FTL? En vrai, si vous avez des musiques de stream à me proposer, let's go. Hein. Space Cruiser. Attends, ça a l'air pas mal en vrai. Attendez. De Ben Punty? Prunty. Bah, c'est la conquête spatiale. Et on n'est pas du Hunter Wild ou du FTL. Bah, bien sûr. Devenu culte sur l'espace, gestion de vaisseau, musique en MIDI, mais absolument adorable. Ok. Non, mais là, c'est beaucoup trop adorable. Ah, c'est bien, moi j'aime bien les musiques adorables, hein, mais là, c'est trop adorable, tu vois. Je veux dire, moi je peux mettre du Hunter Wild en mode on se repose autour du feu, etc. Mais voilà, là on va commencer le premier chapitre qui est assez chaud. Hein. Je rappelle qu'on va parler des nazis. Voilà. Donc, wouhou! On écoute du Hunter Wild sur, sur une description des camps nazis. Ah, ce live part vraiment en... Oui, vraiment. Ah, j'ai pas réussi à l'activer à un bon moment quand j'ai dit le mot. Voilà. Ah, pardon, le nazisme est fusé. Non, mais oui, c'est ça. C'est donc le premier chapitre va partir là-dessus quand même. Donc là, on est plus quand même sur un truc un peu plus chaud, quoi. J'aime l'odeur des V2 au petit matin. Oh là là. Chapitre 1. Le mal nécessaire aux racines nazies de l'astronautique dans l'usine de Peenemünde. Je sais pas comment on dit Peenemünde. Attendez. J'essaye de comprendre.
Google Trad, aide-moi. Alors. Peenemünde. Peenemünde. Bon, à chaque fois qu'il y aura ce mot, hein, je dirais ça. Donc, le mal nécessaire aux racines nazies de l'astronautique dans l'usine de Peenemünde. savants, techniciens et ingénieurs ont eu plus de chance que les bourreaux des camps de concentration. Ils ont moins de sang sur leurs mains. C'est l'aristocratie du mal. Ils disposent de la possibilité miracle pour monnayer leur vie. Leurs recherches sur les armes révolutionnaires, à chacun son viatique. Jean-Michel Dora, dans l'enfer du camp de concentration où les savants nazis préparaient la conquête de l'espace. De manière schématique, la chronologie de la conquête spatiale est connue. Quelques grandes étapes reviennent inlassablement pour illustrer des débuts en grande pompe alors que la guerre froide démarre. Le premier satellite soviétique Sputnik 1 est mis en orbite en 1957. C'est le point de départ de l'âge spatial. Sputnik signe aussi le début de la série des grandes premières qui se poursuit sur fond de confrontation Est-Ouest. Premier animal dans l'espace, la chienne Laika qui meurt 7 heures après le lancement. Premier homme, Gargarine, 1961. Première femme, Valentina Tereshkovka. Pardon, je sais pas lire bien le russe. En 1963. Première sortie extravéhiculaire, Leonov, 1965. Jusqu'au premier pas sur la Lune, le 21 juillet 1969. Fin d'une parenthèse historique, celle de la course à l'espace, que les Américains remportent avec le programme Apollo. La suite voit défiler des bases orbitales soviétiques et états-uniennes, des navettes spatiales, une multitude de programmes que toute bonne histoire de l'espace ne manquera pas d'illustrer de photos d'ingénieurs, d'astronautes et autres images et descriptions techniques d'engins divers dont l'ensemble fondent l'iconographie d'un secteur à part. En fait, j'ai toujours les mêmes musiques. C'est terrible. Hein. Attendez, on va mettre... Bah oui, non mais totalement. La pauvre chienne Leica, une chienne des rues récupérée à Moscou, choisie parce qu'elle était plus docile et obéissante que les autres. Les soviétiques se sont dit qu'elle paniquerait moins dans son module. Ah, 7 heures après. Hein. Les origines profondes de l'astronautique, en revanche, celles qui permirent son éclosion matérielle, industrielle et organisationnelle à l'ère nazie, sont moins souvent évoquées. Ce premier chapitre s'efforcera de synthétiser cette première période qui s'étale sur plusieurs décennies, mais dont les restitutions sont escamotées par un programme Apollo, certes photogénique, qui s'y inscrit pourtant pleinement. La contribution des ingénieurs du Troisième Reich à la conquête de l'espace est majeure, incontournable. À l'évocation de certains noms, l'existence de cette séquence remonte à la surface Werner von Braun. 1912-1977 et Walter Dorenberger, 1895-1980, qui mirent au point les premiers missiles V2 pour Hitler, avant d'être transférés clandestinement aux États-Unis à partir de 1945 avec 118 autres ingénieurs,
dans le cadre de l'opération Overcast, puis Paperclip. Karl Heinz Henry Bringer, 1908-1999 en France, père des moteurs Viking de la fusée française Ariane, conçue dans le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique de Vernon, dans l'Eure. Une rue porte encore son nom, dans la commune de Saint-Marcel. Mais c'est déjà entré dans les détails, dans les ouvrages sur l'espace destinés au grand public, le recyclage des nazis vers ce qui deviendra la NASA et autres agences ou futures agences spatiales. Et au mieux, une incise qu'une certaine bienséance vis-à-vis de l'histoire invite à ne pas occulter. Au pire, un mal nécessaire qui aura rendu possible les étapes suivantes de la conquête de l'espace, de la Lune et au-delà. Précis qu'on ait les lives sur la pornographie. Quoi? Quand il a le droit à des musiques thématiques? Non mais ça va pas. Bah en vrai j'ai un pote qui fait des sons donc il pourrait en faire hein, pour les lives. Hein. Après on a les sons de Christian Whitman et d'autres dont je sais que c'est pas mal quoi. Ah mais attendez j'ai ça sinon. Bah voilà ça c'est très bien. Des trucs spatials un peu... Bon, vous avez compris quoi, la naissance de la NASA, la naissance même de l'aérospatiale en France, eh ben, on le doit aussi à des ingénieurs néo-nazis. Enfin, pas néo d'ailleurs, nazis tout court. Ces hommes ont pourtant posé les briques essentielles de la technologie spatiale. Ce ne sont pas seulement leurs compétences qui furent transférées dans l'après-guerre aux États-Unis, en URSS, en France, au Royaume-Uni et ailleurs, mais aussi une organisation matérielle, sociale et politique de la production d'armes agressives. Une organisation née sur l'île Baltique d'Ussendom, où, dès les années 30, un centre de recherche et de développement associé à une usine ultra-moderne et plus tard un camp de concentration est mis en place sur la protection de l'armée. Des milliers d'ingénieurs et de techniciens sont rassemblés sur les bases secrètes de Peenemünde, où ils conçoivent les premières bombes volantes, vouées au dessein d'un régime politique meurtrier et honni. Ils l'ont fait en connaissance de cause et souvent en conviction. Cela les a conduits à privilégier des méthodes criminelles, en particulier à partir de 1943, en exploitant une main-d'œuvre de travailleurs forcés issus des camps de concentration, à commencer par celui de Dora Mittelbau. Ces faits ont été de longue date, étayés à la suite des témoignages des rescapés et des monographies des historiens du système génocidaire nazi depuis les années 70. Ils ont fait l'objet d'une grande variété de productions documentaires, souvent sensationnalistes et en général accablantes. Mais cette réalité historique n'en reste pas moins reconstruite, oblitérée, voire refoulée. Bien sûr, envisager la genèse de la conquête spatiale à l'aune de cette seule séquence fondatrice est réducteur et véhicule un déterminisme technique simpliste. L'exercice est pourtant nécessaire, ne serait-ce que pour nuancer un récit dominant, dont les protagonistes ne seraient in fine que quelques ingénieurs obsédés par les prouesses du voyage interplanétaire, qui n'auraient participé à l'entreprise nazie qu'à leur corps défendant, une ligne de défense adoptée d'emblée par ces spécialistes, qui s'efforcent et s'efforcèrent de contrôler les dits récits. Cette ligne est néanmoins parfaitement accommodée d'une certaine organisation de la recherche balistique nécessaire à la conception des missiles de Peenemünde. Peenemünde, On arrive mieux à le dire maintenant. Sous bonne garde de l'armée et de la SS. Ainsi, de l'aveu du général Walter Dornberger, en charge du programme de recherche de la Wehrmacht sur les missiles, la mise au point des fusées à carburant liquide n'était possible qu'en passant tout d'abord par le stade de la recherche militaire.
Ouais, bah j'imagine, hein, c'est glauque. Cet héritage est encombrant, moralement malaisant. Mais chacun convient du fait que les accomplissements techniques du groupe des spécialistes accélérèrent substantiellement l'accès à l'espace extra-atmosphérique. Cette conquête arienne de l'espace, et plus particulièrement son point de départ à Peenemünde, sont une matrice de ce qu'il convient d'appeler la Big Science. La science à grand renfort d'investissement, issue des gouvernements, qui trouvera des relais durant toute la guerre froide dans les institutions de la technologie occidentale. Peenemünde. Ou la mise au pas des tirs de la recherche sur les missiles. C'est donc à Peenemünde, dans un centre de recherche militaire sur les côtes de la mer Baltique, que les progrès de l'ingénierie des missiles balistiques ont été les plus rapidement engrangés, de 1936 jusqu'à 1945. Dans l'entre-deux-guerres, les recherches suscitent déjà l'enthousiasme de groupes de passionnés. Ils sont en général relativement isolés, à l'image du professeur de physique appliquée dans l'université de Clark, Robert Goddard, aux États-Unis. En Allemagne, ils se retrouvent dans des associations comme la Société pour la navigation spatiale. Je vais pas le dire, mais c'est en allemand, quoi. Active de 1927 à 1934, alors que la mode du voyage interplanétaire se vulgarise à travers les écrits techno-futuristes d'Hermann Hobert, ou des films comme La femme sur la lune de Fritz Lang. Le bricolage et l'expérimentation dominent ces pratiques, sont embryonnaires et peu structurées, masculines et dangereuses. En URSS et en Allemagne, ces recherches suscitent l'intérêt des officiers de l'ingénierie militaire. Vers 1930, les essais sur les missiles balistiques des amateurs de la VFR, donc c'est comme ça qu'on appelle l'association à navigation spatiale, piquent leur curiosité. Le potentiel stratégique est manifeste. L'objectif de la Wehrmacht et de la Luftwaffe, Luftwaffe, pardon, bref, vous m'avez compris, l'armée de l'air, est de disposer du système d'armes, comme des missiles guidés pour mener leur mission de manière autonome. Dans la gamme des missiles mis au point et testés à partir de 1939, le plus connu est le missile A4, agrégat 4, rebaptisé V2, arme de vengeance ou de châtiment par la propagande nazie en 1944, après des années de développement plus ou moins erratiques. Les ingénieurs civils recrutés par l'armée, à commencer par les plus connus d'entre eux, Werner von Braun, n'ont qu'une mission, mettre au point ces armes. Peenemünde, Hermat Artillery Park, son nom de code, n'est pas encore une base spatiale à proprement parler. C'est un centre de recherche technique associé à une usine d'armement sous contrôle militaire. Si Hitler et les chefs de guerre du Troisième Reich sont sceptiques au départ, puis exaspérés par les retards et les échecs de la répétition des missiles, ils finiront par en faire une potentielle arme fatale, une Wunderwaffe, une arme miraculeuse, de la victoire contre les Alliés lorsque l'engin sera jugé fonctionnel. Le 3 octobre 1942, un missile A4 fusée à propergol liquide, 14 mètres, 12 à 14 tonnes au décollage, près de 100 km de portée pour une capacité d'emport d'1 tonne, atteint 80 km d'altitude et permet enfin d'envisager des frappes à distance. Les coûteux investissements se traduisent dans des infrastructures et une logistique ultramoderne. Peenemünde est une composante du vaste système des industries de l'armement allemand, qui se déploie partout en Europe, en codépendance avec le système concentrationnaire. La base compte entre 4000 et 5000 ingénieurs,
1300 scientifiques, des techniciens et ouvriers allemands concentrés dans la mise en œuvre du programme balistique. Mais surtout, les ingénieurs en chef exploitent le travail forcé d'un millier de prisonniers polonais. En 1940, puis d'autres travailleurs forcés italiens ou français. Au départ, l'exploitation de cette main-d'œuvre esclavagisée ne concerne pas la construction des armes placées sous le régime strict des secrets militaires. Mais la décision de Hitler d'augmenter la production, il rêve d'en faire fabriquer 2000 par mois, change la donne. Albert Speer, ministre de l'armement en contrôle de la mise en œuvre fin 1942, en juillet 1943, il invite von Braun et Donenberger dans un quartier général de Hitler pour une présentation du programme. Dans ses mémoires, il note que von Braun s'exécute avec passion et agrémente sa démonstration d'un film de couleur montrant un décollage du A4. Hitler est impressionné par les promesses de l'arme autant que par le brio et la précocité du directeur technique de Peenemünde, qu'il compare à Alexandre le Grand et Napoléon. Arthur Rudolph, l'ingénieur en chef responsable de l'usine de production proche de von Braun, est quant à lui enthousiaste à l'idée de disposer d'une main-d'œuvre technique et techniquement qualifiée et préalablement triée par la SS dans les camps de concentration, comme c'est déjà le cas dans les usines d'aviation militaire. En 1943, environ 3000 travailleurs forcés originaires des camps de Mauthausen et de Buchenwald lui sont bientôt livrés et mis à disposition sur les chaînes d'assemblage d'un des bâtiments de l'usine de Peenemünde. La surveillance de ces travailleurs est assurée par des soldats SS avec une prévisible brutalité. Brimades, violence, exécution, sans que les ingénieurs responsables du programme de missiles parce qu'on m'a dit que je pouvais parler ici sans être coupé. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. T'es pas riche du con. Pardon, je me suis gouré. Merci beaucoup, Imoclip. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Plein de soins sur toi. Merci énormément pour le raid. Merci beaucoup. On est en train de lire un truc assez effroyable, hein, puisqu'on est en train de lire une conquête de l'histoire spatiale des fusées nazies aux astro-capitalistes du New Space. Et du coup, on est effectivement en train de lire un passage du début du livre assez effroyable où on parle des conditions des travailleurs de camps de concentration qui bossent pour la NASA. Enfin, pas pour la NASA, pardon. Qui bossent à l'époque pour sous l'Allemagne nazie. Et comment ces gens, plus tard, seront recrutés par la NASA, mais aussi par les projets spatiaux français, pour réaliser en fait les travaux qu'ils ont appris, qu'ils ont fait dans l'ingénierie allemande, pour le transposer justement au récit capitaliste occidental des lanceurs de fusées, quoi. Voilà. Mais merci pour le raid, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que je suis pas venu te parler et tout. J'espère que ça va. Voilà. Donc la surveillance des soldats SS, hein, c'est avec une prévisible brutalité, brimade, violence, exécution, sans que les ingénieurs responsables au programme de mission, collaborant avec le ministère de l'Armement et de la SS, n'y trouvent rien à redire, car cela permet d'honorer les objectifs du Führer. Voilà. Super. Mais il vient pas de frapper ce type dans la cour là qui lui couper les mains. Oui, mais c'est l'objectif du Führer. Mon Dieu. Terrible. Durant la nuit du 17 au 18 août 1943, un raid de l'armée de l'air britannique de la Royal Air Force dévaste des bâtiments de logement, endommage l'usine, tue 178 personnes parmi les personnels et entre 500 et 600 travailleurs forcés étrangers. La décision est donc prise de transférer l'usine de Nordhausen au Thuringe, land du centre-est de l'Allemagne. Les bombes volantes A1, V1 et le missile A4 seront fabriqués dans les ateliers souterrains de la compagnie d'État Mittelwerk GmbH. Désolé, je sais vraiment pas lire ce genre de nom. Attends. Mittelwerk? On n'a pas déjà dit ce nom au début du livre? Attendez.
Non, c'est moi qui me gourre. Pardon. Pardon. J'étais là, c'est la même entreprise. C'est chaud. Mais ouais. Créé pour l'occasion. En proximité du camp de Dora Mittelbo et une quarantaine de kilomètres de Buchenholz, dont dépend l'usine camp de Dora au départ. Les cadences sont aussi infernales dans le tunnel de Dora qu'à Peenemünde. Les conditions de travail toujours plus ignobles. Elles ont été décrites précisément des années après par les rescapés et historiens de la Shoah. Ces diverses sources recoupées et approfondies depuis les années 70 ne laissent aucun doute quant à l'atrocité des conditions de survie dans les entrailles des montagnes du Harz, où les usines sont cachées à l'abri des bombardements alliés. Les officiers chargés de l'administration de ces camps et leurs supplétifs civils en sont parfaitement conscients, et commencé par les ingénieurs de Peenemünde, notamment Rudolf, engagé par Himmler pour superviser les travaux dans les galeries souterraines. Von Braun et son frère Magnus, un nazi convaincu, ils doivent composer avec la qualité de la main-d'œuvre qui leur est fournie et ont des exigences. La construction de l'assemblage des V2 demande certaines aptitudes techniques et un choix de la ressource humaine en conséquence qu'il faut donc traiter avec un peu plus d'égard que les forçats ordinaires. Les conditions de travail restent néanmoins inhumaines. Le complexe des camps de Dora Nordhausen est un mouroir. 20 000 prisonniers y ont péri, dont au moins la moitié liée à la production des A4 V2. Malgré la dénégation ultérieure, il est impensable que les responsables de l'organisation du programme des V2 n'aient pas été au minimum informés des conditions d'exploitation sans merci des forçats du tunnel. Ils en avaient d'ailleurs observé l'esquisse depuis l'usine de Peenemünde. Alors, la V1, malgré le nom, n'a pas grand-chose à voir avec les fusées V2. De ce que j'ai compris, la V1, c'est des bombes, alors que les V2, c'est des fusées. Voilà. C'est pas la même chose. La V2 est vraiment le prototype de la fusée de Tintin sur la Lune. Alors, super comme comparaison. Alors que la V1 ressemble à un suppositoire avec des ailettes grotesques. Et il n'était pas génial. On peut aussi voir au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Bienvenue dans notre camp de concentration 5 étoiles. Pour avoir un travail, adressez-vous à notre DRH, Magnus von Bross. Ouais, ben moi je suis désolé, mais Magnus von Braun, je vais pas le voir. Hein. Non, le rendez-vous DRH, difficile. En août 1944, la Waffen-SS, les Gruppenführer, Hans Kammler, est nommé par Himmler en remplacement du général Domberger pour industrialiser la production de masse et aider au déploiement à venir sur le théâtre des opérations après avoir supervisé la construction meurtrière de l'usine. Le docteur Kammler, ingénieur en génie civil, fou d'organisation rationnelle, de technologie et de modernisation des processus de production, est un criminel de guerre fanatique de la pire espèce. Juste avant son arrivée à Dora, il supervisa la construction de camps de concentration et d'extermination, en particulier celui d'Auschwitz-Birkenau. Chaud quand même comme responsable pour le coup. Genre, on vous fout le mec littéralement qui a supervisé et créé Auschwitz pour superviser les camps de concentration de travailleurs forcés pour le projet des V2. A l'air chelou, mais elle est très pertinente. Hélas, Hergé s'est inspiré des V2 quand il a dessiné la fusée de Tintin. Ah ouais. Ah, je savais pas du tout. Donc, en août 44, on change, on met un mec encore pire que les mecs qu'il y avait déjà pour superviser tout ça. Le 8 septembre 1944, un premier V2 cible Paris depuis les Ardennes belges. Il atterrit à Maison-Alfort. C'est là où je suis. Au terme d'une trajectoire balistique parfaite. Résultat, 6 morts, 36 blessés, des dégâts considérables. Le même jour, un autre V2 frappe Londres. Ces essais sont jugés encourageants. S'ensuivent des campagnes intenses, environ 4000 missiles tirés pour un total de 6175 missiles fabriqués, dont 5975 dans l'usine Miltwerk de Dora Nordhausen. Ciblant Londres,
et Anver. Le bilan est mitigé. Plus que le nombre de victimes ou l'étendue des dégâts, c'est l'impact moral et psychologique qui est visé. Au total, les frappes de V2 imprécises et infiniment moins destructrices que celles des bombardiers n'ont pas été à la hauteur des espérances des stratèges nazis. Elles ont fait plus de morts à Dora que chez les Alliés. Début 1945, tandis que tout porte à croire que la guerre est perdue pour le Troisième Reich, les ingénieurs de Peenemünde envisagent leurs options. La production de V2 à Mitwerk s'interrompt en mars, faute d'approvisionnement en matières premières. Le 1er avril, l'usine de Mitwerk est évacuée. 500 ingénieurs sont transférés dans une base secrète dans les Alpes bavaroises. L'équipe d'experts est l'objet de toutes les convoitises. Un groupe se forme autour de Donberger et von Braun, lesquels se décident à se rendre à l'armée américaine fin 44, début 45. Tirés d'affaire par l'intermédiaire de l'Office of Strategic Service, les OSS, dans le cadre de l'opération clandestine Overcast Paperclip, après de longues interrogatoires et fort de l'abondance de documentation technique qu'ils sont parvenus à emporter avec eux, les ingénieurs de Hitler poursuivront leurs recherches pour le compte de l'armée américaine. En captivité depuis la base militaire voisine de White Sand et de Fort Bliss, dans le désert du Nouveau-Mexique, ils testent et aident à perfectionner la centaine de V2 récupérés par les militaires américains. Ils coopèrent avec les ingénieurs de General Electric via le programme Hermes, visant à maîtriser et à reproduire la technologie V2. Puis à partir de 1946, ils contribuent aux expérimentations des physiciens et astronomes intéressés par l'étude de la haute atmosphère traversée par les missiles fusées. D'août à décembre 1947, au tribunal militaire de Dachau, la justice militaire états-unienne organise le procès de Dora, où sont jugés une vingtaine de SS et de capots, dont George Riquet, l'ingénieur et directeur de la compagnie Mitwerk-Gimb, à partir d'avril 1944. En charge de superviser la construction des V1 et V2, exfiltrés vers l'Ohio en 1945 via l'opération Paperclip, finalement, il est acquitté et renvoyé au pays. Ni Donberger ni von Braun n'ont alors comparu. Ils furent interrogés en qualité de simples témoins. Au même moment, ils étaient déjà largement engagés dans les développements des missiles balistiques intercontinentaux de la force aérienne des États-Unis, l'US Air Force, dont le prolongement direct de leurs recherches embryonnaires à partir de 1940 sur le A9, A10, version intercontinentale du A4, ailé et guidé par un pilote embarqué et développé dans le cadre du America Project en 1944 pour frapper New York. Wow, c'est chaud quand même, hein. C'est vraiment chaud. Et c'est pas fini. Mais bon, comme vous le savez, je vais devoir me préparer à la suite du live. Donc, je vais arrêter le live pour maintenant. Parce que à 20h, on est obligé de partir. Hein. Comme vous le savez, on a aussi le gauchistophone avec Yukano et les autres. Je m'y suis engagé, hein, c'est ma merde. En tout cas, malgré cette histoire triste, un très beau livre néanmoins. Moi je trouve hyper pertinent ce qu'on a lu jusque là. Bon, de toute façon je suis pas non plus un pro du New Space, etc. Mais je trouve très intéressant. Alors monsieur von Braun, vous avez construit les fameuses fusées d'Hitler avec les mains d'œuvre de camps de concentration? Tout à fait. C'est génial, passez voir la NASA, ils sont très intéressés. Non mais c'est ça. Mais on continuera cette lecture. Je ferai un autre live dessus parce que moi je trouve ça hyper bien. Donc voilà, je vais pas vous envoyer en raid puisque... si. Attendez, est-ce que Yukino est en ligne? Non, ça commence pas de suite de toute façon son live. Ouais, je vérifie. Non, non. Bon, je vais pas vous envoyer en raid. En tout cas, je vais faire... par contre, je vais... Hop. Pardon. Excusez-moi. Je vais pas vous envoyer en raid, mais par contre, je vous dis à tout à l'heure à 20h, on se retrouve. Je vais juste, par contre, faire un petit shout-out
pour Youk. Comme ça, si jamais vous voulez passer d'un live à l'autre, c'est-à-dire le mien, puis ensuite une personne autre, etc., vous pouvez faire ça. Donc n'hésitez pas à liker tout simplement la chaîne de Yukeno. Je remercie encore une fois, je leur enverrai de toute façon ce live, et les suivants bien sûr. Je remercie encore une fois évidemment la Fabrique Édition qui m'a donné l'occasion d'obtenir ce livre et de vous le présenter et d'en continuer la présentation prochainement. J'ai la voix qui meurt. Alors que ça va, à 1h41. On a fait pire ici. Bref. Et je remercie plus particulièrement Irénée Regnault qui m'a proposé tout simplement de me lancer, de faire la demande à la Fabrique Édition. Donc un des deux auteurs, un des co-auteurs avec Arnaud Saint-Martin de Une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astro-capitalistes du New Space. Donc je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage si ce n'est pas déjà fait, si vous vous intéressez à cette histoire. Et tout simplement à vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir, parce que je rappelle que c'est une autoproduction, qu'on n'a pas de thunes, qu'on est dans la merde, qu'on est au chômage, mais qu'on adore faire tout ça. Donc on se retrouve tout à l'heure à 20h sur la chaîne, et ensuite on se retrouvera vendredi soir, sans doute vers 20h, pour le début d'une nouvelle trilogie, enfin pas trilogie, mais d'une nouvelle série roleplay sur Red Dead Redemption, sur le serveur de JL Tommy et d'Ainot. C'était Joyeux Sociologue, je vous remercie. Je vous souhaite une sublime, une très belle, que dis-je, soirée. Je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas, évidemment, aussi, si vous n'avez pas de thunes, tout simplement à partager la chaîne. Et n'oubliez pas... T'es pas riche, du con! Je vous souhaite une agréable soirée. C'était Joyeux Sociologue. On emmerde les nazis. Ciao. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing through the graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. Then will come from the shadows.